Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Soudan du Sud va organiser des élections générales d'ici 2023. C'est du moins ce qu'a annoncé le ministre de l'Information, Michael Makuei. Une nouvelle qui devrait ravir la population, impatiente à l'idée de choisir de nouveaux dirigeants. La requête du groupement interpatronal du Cameroun adressée aux autorités. Le GICAM réclame une augmentation du prix de l'huile de palme dans un contexte de flambée des prix des matières premières. Et puis une association pour assurer la reconversion des anciens sportifs de haut niveau. C'est le but de Golden Score, fondé par Mathias Pogba et Adrien Tsomoto. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Niger devrait prochainement se doter d'un nouvel hymne national. Ce 24 mars, le gouvernement a adopté un projet de loi qui vient ainsi remplacer la nigérienne héritée de la colonisation. Dans un communiqué rendu public après un conseil des ministres, les autorités expliquent, je cite, que plusieurs tentatives de relecture de l'hymne national ont été amorcées et qu'elles ont abouti à l'adoption d'un nouveau texte et d'une nouvelle mélodie. Mélodie qui aurait été composée par des experts nationaux. Le nouvel hymne se dénomme désormais l'honneur de la patrie. À quand les prochaines élections au Soudan du Sud? D'après le ministre de l'Information Michael Makuei, les prochains scrutins vont se tenir en 2023, alors que des blocages persistent concernant la mise en œuvre de certaines dispositions relatives à l'accord de paix revitalisé de 2018. Le gouvernement semble déterminé à répondre aux attentes de la population. Marie-Raphaël Antolo. Le Soudan du Sud est en voie de tenir des élections générales, selon le ministre de l'Information, Michael Makuei. Le membre du gouvernement sud-soudanais a indiqué que ces élections devraient se tenir en 2023, même en cas d'absence de partenaires qui pourront ne pas s'entendre sur les questions relatives à l'accord de paix revitalisé de 2018. Une action qui permettrait de satisfaire les attentes des Sud-Soudanais qui souhaitent avoir la possibilité de choisir eux-mêmes. Voilà. Le Sud-Soudan n'a pas une expérience démocratique après sa guerre de libération contre le grand voisin soudanais en 2001. Le Sud-Soudan s'est plongé dans une guerre civile de plus d'une décennie, opposant effectivement les partisans de Riek Machar contre ceux de Salva Kiir. Les échéances électorales de 2023 seront les premières élections qui vont en réalité consacrer l'émancipation d'une démocratie qui reste contrariée par les pesanteurs ethno-tribales que ce pays connaît. Parmi les problèmes persistants, quant à la mise en œuvre définitive de l'accord de paix revitalisé de 2018, figure l'incapacité des autorités de transition sud-soudanaises à s'entendre sur les arrangements de sécurité et la composition du commandement unifié selon des observateurs. Également se pose le problème du rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées, ainsi que l'élaboration de la constitution permanente du pays. Il est évident que les populations sud-soudanaises martyrisées par des crises humanitaires et des déplacements massifs vers les pays voisins comme l'Ouganda ont besoin de ces élections pour pouvoir effectivement avoir des régimes démocratiquement élus. Notons que conformément à l'accord de septembre 2018, les élections au Soudan du Sud devraient avoir lieu en 2023. Seulement les dispositions relatives à leur organisation n'ont pas encore été déterminées par les autorités sud-soudanaises. Dans l'actualité également, le bilan du sommet extraordinaire de la CEDEAO au Ghana, réuni ce 25 mars à Accra, les dirigeants ouest-africains ont décidé de maintenir les sanctions imposées au Mali. Ils exigent également une période transitoire de 12 à 16 mois. Autre sujet abordé, la situation politique en Guinée. Les autorités de transition ont jusqu'au 25 avril prochain pour présenter à la CEDEAO un calendrier relatif à la durée de la transition, sans quoi des sanctions pourraient être appliquées. L'organisation sous-régionale qui demande parallèlement au Burkina Faso de réduire sa période transitoire. Elle exige également la libération de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré d'ici le 31 mars.
L'actualité nous emmène également en Centrafrique où le dialogue républicain se poursuit. Parmi les sujets abordés cette semaine, les accords conclus avec la France, le budget de la défense, mais aussi la question des milices présentes dans la capitale et que certains participants appellent à dissoudre. Rappelons que ce dialogue censé ramener la paix et la sécurité dans le pays est une initiative du président Faustin-Archange Touadéra. Un rendez-vous qui se déroule cependant sans opposition ni rebelle. Peu d'espoir donc sur des avancées concrètes. Écoutons à ce propos Fred Edgar Garcia, conseiller national de l'Union pour le renouveau centrafricain. Les partis politiques de l'opposition démocratique et les organisations de la société civile ont été les premiers à solliciter un dialogue inclusif au constat de la situation sociopolitique et sécuritaire très dégradante du pays, pour qu'ensemble, toutes les forces vives de la nation puissent trouver une solution domestique aux maux qui mettent à mal la cohésion nationale dans notre pays. Et comme vous le savez certainement, si l'esprit du dialogue est une excellente chose, ce qui lui donne une importance ou un intérêt, c'est son contenu. Ce sont les objectifs qu'on veut atteindre après l'avoir organisé. Comment peut-on objectivement, en excluant du dialogue une partie des responsables de la crise, que sont les responsables nationaux des groupes armés, trouver des solutions durables à cette crise ? Nous les avons tous écoutés dans les radios, sur les chaînes de télévision, déclarer à plusieurs reprises qu'ils ont pris les armes parce que le professeur Faustin-Archange Touadéra n'a pas respecté les promesses qu'il leur a faites. Quelles sont ces promesses-là? Le peuple centrafricain a besoin de savoir la vérité sur ce deal qui existe entre le professeur Faustin-Archange Touadéra et ses responsables de groupes armés qui n'arrêtent de prendre le pays en otage. Voilà les principales raisons qui motivent justement notre refus de participer à ce rassemblement que nous qualifions d'un rassemblement de déformation qui risque d'accoucher d'un petit ver de terre. Une infrastructure d'envergure pour aider le Nigeria à réduire sa facture relative à l'importation de produits agricoles. C'est tout l'enjeu de l'usine d'engrais du groupe Dangote qui a été inaugurée ce 22 mars. Une usine qui va également pouvoir porter conseil aux agriculteurs sur le type d'engrais à choisir en fonction de leur plantation. Et ce grâce à des laboratoires d'analyse mobile. Reportage de notre correspondant Narcisse Roum. Le Nigeria a besoin d'environ 5 à 7 millions de tonnes métriques par an d'engrais, alors que le niveau actuel de consommation d'engrais dans le pays est d'1,5 million de tonnes métriques. Pour combler ce déficit, Aliko Dangote a construit le complexe Dangote Fertilizer qui a été inauguré le mercredi 22 mars 2022 par le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, pour produire 3 millions de tonnes métriques d'engrais par an à base d'urée. Nous travaillons sur une politique d'exportation non pétrolière où l'industrie manufacturière est une priorité et sera un principal outil d'échange à l'exportation pour le pays. Donc, fondamentalement, nous travaillons pour que nous utilisions la fabrication pour remplacer le pétrole en tant que premier outil de change pour le pays. Alors que les gouvernements africains recherchent une approche durable pour améliorer les rendements agricoles afin de garantir l'autosuffisance alimentaire, Dangote Fertilizer s'est doté des laboratoires d'analyse ambulants afin de conseiller les agriculteurs sur le type d'engrais mieux adapté à leur plantation. Nous allons dans les champs prélever la terre que nous analysons ici dans notre laboratoire. Et après l'analyse, nous déterminons quel genre d'engrais nous devons remettre aux cultivateurs pour leurs semences et voilà comment fonctionne notre laboratoire. À noter que les laboratoires agricoles de l'usine Dangote Fertilizer offrent des services d'analyse complets en laboratoire mobile dans le domaine agroalimentaire au bénéfice des agriculteurs africains. Au Cameroun, le prix de l'huile de palme pourrait prochainement augmenter. C'est en tout cas la demande formulée par le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, lors d'une rencontre avec les autorités ce 18 mars à Yaoundé. Une requête qui intervient dans un contexte de flambée des prix des matières premières. Les précisions de Roberto Bogui. Une augmentation du prix final du litre d'huile de palme raffinée à 2040 francs CFA. C'est la sollicitation du groupement interpatronal du Cameroun. Un réajustement des prix qui correspondrait à une augmentation de près de 1000 francs CFA par litre par rapport au prix concerté de 1100 francs CFA officiellement en vigueur et de près de 700 francs CFA par rapport au prix actuellement pratiqué sur le marché. Chaque mois, le besoin en huile de palme du Cameroun est d'environ 120 000 tonnes. Et le pays n'arrive qu'à produire à ce jour, si on regarde les statistiques, qu'environ
19 000 tonnes. Donc, il y a un gros déficit de plus de 100 000 tonnes. Alors, ce que le gouvernement camerounais a opté à faire comme solution, c'est toujours d'importer. Et donc, cette importation-là, c'est aujourd'hui en direction d'un pays comme le Gabon. Et donc, le ministre du Commerce a annoncé qu'il avait bloqué plus ou moins la production gabonaise pour les 3 prochains mois, ce qui représentait environ 143 000 tonnes. Selon Logicam, cette proportion d'augmentation du prix devrait permettre de compenser des surcoûts d'importation de plus de 1000 milliards de francs CFA qu'enregistrent les raffineurs des oléagineux depuis 2021. Des coûts supplémentaires consécutifs à une hausse de 75% du prix de la tonne d'huile de palme brute sur le marché international entre janvier 2021 et janvier 2022. Pour le consommateur aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative peut-être que d'attendre que des réformes structurelles soient engagées. Sinon, à l'immédiat, la solution, c'est d'opter pour les importations, mais ces solutions-là aujourd'hui ne sont pas très efficaces et sont sujets à beaucoup de fluctuations sur le marché international. Le Cameroun a autorisé des importations de 143 000 tonnes d'huile de palme brute au cours de l'année 2022. Ces quantités qui vont certainement aggraver les surcoûts d'importation des unités de transformation permettent de combler le déficit structurel de production qui atteint désormais 160 000 tonnes par an selon l'Association des raffineurs des oléagineux. Le Cameroun qui parallèlement est impacté par une épidémie de choléra. Selon le ministre de la Santé Manaouda Malachi, une flambée des cas est observée dans le sud-ouest. Durant la période du 16 au 22 mars, 29 décès ont été enregistrés. Pour faire face à cette épidémie, le ministre de la Santé précise sur les réseaux sociaux que le système de gestion a été activé au niveau central et dans toutes les régions touchées par l'épidémie. Depuis octobre 2021, plus de 2000 cas de choléra ont été enregistrés dans le pays. L'actualité sportive à présent avec les résultats du tour aller des éliminatoires du Mondial 2022 prévu au Qatar. En ouverture de balle, la République démocratique du Congo a fait match nul face au Maroc, 1-1. Plus tard dans la soirée, l'Algérie, éliminée lors du premier tour de la CAN, a pu redorer son blason face au Cameroun. Les Fennecs se sont imposés 1-0 face aux Lions indomptables. 1-0 également pour la Tunisie qui affrontait le Mali. Concernant la rencontre Ghana-Nigeria, aucune des deux équipes n'est parvenue à trouver le chemin des filets. Et pour finir, l'Égypte s'est imposée face au Sénégal. Les champions d'Afrique se sont inclinés sur un score de 1-0 avec un but de Saliou 6 contre son camp. Assurer la reconversion des anciens sportifs de haut niveau, c'est la principale mission de l'association Golden Score fondée par Mathias Pogba et Adrien Somoto. Le groupement entend à cet effet faciliter la relation entre le monde du sport professionnel, les entreprises et l'éducation. Les détails avec José Douglas. Ils ont été plusieurs à répondre à l'appel de l'association car il est important, selon les organisateurs, de penser à l'après-carrière et c'est un défi que lance Golden Score. Même une personne lambda qui a une simple idée peut rentrer chez Golden Score et cette idée-là justement, mettre en communication avec un sportif et puis il y a quelque chose qui se crée. On a déjà une association en famille qui s'appelle 48 heures pour la Guinée. On a déjà fait beaucoup de choses au niveau naturel, au niveau de vie, confort de vie, tout ça. Et là, maintenant, on va commencer à rentrer dans le sport et aussi pour développer le football africain. Présence de sportifs de tous les horizons qui étaient là pour conseiller, mais aussi apporter leur soutien à cette action initiée par Paul Pogba et Adrien Somoto. En Afrique, ça se développe avec la CAN et une belle CAN qui s'est passée au Cameroun. Je pense que c'est de bonne augure pour le football africain, pour les générations à venir. Et je pense que ça va être de bons points positifs dans les années à venir. C'est une vraie question, comment on fait pour accompagner les sportifs, ceux qui font des sports qui sont moins médiatiques et aussi où on gagne moins d'argent. Et donc c'est difficile. On est jeune quand on démarre, on est jeune quand on arrête. Et c'est un vrai trou, c'est un vrai gouffre quoi. C'est difficile et voilà, c'est cool d'y penser et de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Golden Score qui aura pour mission de mettre en relation les sportifs avec les entreprises, les organismes de formation et les écoles. Il faut rappeler que la carrière des sportifs est assez courte et elle peut s'arrêter aussi pour blessures graves
À l'âge de 35 ans, il faut être déjà sur la voie de la reconversion et parfois certains font leurs preuves dans les médias en tant que consultants et d'autres choisissent des secteurs différents comme le terrain ou la création d'entreprises. Mais malheureusement, une grande majorité est souvent sans diplôme et sans projet de travail, ce qui peut être un vrai handicap pour le futur. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.